Très rapidement, Monsieur Ducharme, en avril 2015, vous avez participé à un colloque organisé donc par Action Travail des femmes, intitulé La reconnaissance des acquis et des compétences et ses impacts systémiques sur les femmes immigrantes hautement qualifiées. Alors, quels ont été vos principaux constats durant ce colloque en lien avec les impacts vécus par les femmes immigrantes universitaires? Et si durant pendant cette question, vous pouvez aussi prendre quelques secondes peut-être pour revenir sur l'enquête systémique dont on parlait au tout début et si je ne me trompe pas, vous disiez bien que c'est une enquête systémique qui a été faite, mais sans plainte officielle. C'est bien ça? Effectivement. C'est ça. Donc, C'est ça. Donc en plus de la réponse en ce qui concerne les femmes immigrantes universitaires et des impacts, comment expliquer qu'une problématique aussi importante n'ait pas encore eu de plainte officielle, malgré l'enquête qui a été lancée? oui. Tout d'abord, bon, sur l'enquête de 2010, effectivement, on a eu quand même quelques plaintes individuelles qui ont été déposées à la commission suite à l'enquête qui a été réalisée par la commission. Mais effectivement, il n'y en a pas eu un nombre très, très élevé. Ça peut s'expliquer par le fait que très souvent, des candidats qui ont été rejetés par les facultés de médecine, par les programmes de formation en résidence, souhaitent garder toutes les chances de pouvoir appliquer une seconde fois et puis très Ouais. souvent peuvent avoir peur des conséquences d'un geste comme celui, grave comme celui de porter une plainte à la Commission des droits de la personne. Ils doivent savoir qu'ils sont protégés contre toute forme de représailles à partir du moment où ils déposent une plainte. Ceci étant dit, c'est certain qu'il y a plusieurs candidats qui, malheureusement, suite à un premier refus, vont tout simplement réorienter leur choix de carrière, vont se retrouver ailleurs. Très souvent, ben, ça amène aussi une déqualification, je vous dirais, parce que c'est des gens qui ont été formés dans leur pays d'origine pour exercer la médecine. Très souvent, ont déjà fait des stages postdoctoraux dans leur pays, ont déjà pratiqué la médecine, arrivent aux portes des facultés de médecine, se voient refuser. Il y a comme un découragement qui s'installe. Il faut aussi pouvoir subvenir à ses propres besoins. Très souvent, on a une famille, on a des enfants, on a des gens à faire vivre. Parfois, c'est plusieurs générations aussi qu'on a à faire vivre sous un même toit. Ça fait en sorte que les gens se détournent de l'orientation professionnelle qu'ils avaient choisie initialement. Pour les femmes, je vous dirais, dans le processus d'accession à la pratique et puis notamment le processus d'admission des facultés de médecine, très souvent dans les critères qui sont appliqués, ce qu'on a pu voir dans le cadre de notre enquête, c'est que ça ne tient justement pas compte du parcours migratoire des personnes. Très souvent, il y a des critères qui sont appliqués, M. Gariepi en a fait référence, des critères comme ceux de l'éloignement de la pratique, exigés par les facultés de médecine comme étant un critère important pour dire ben, si le candidat doit fonctionner, doit bien fonctionner dans le cadre d'un programme de résidence qui dure 2 ans, 3 ans, on doit s'assurer qu'il a déjà des réflexes qui sont encore bons. Donc, il ne doit pas être éloigné trop loin de sa pratique. Donc, parfois, on exige 2 ans, 3 ans, 4 ans d'éloignement maximum. Mais à partir même de la première année, déjà, on commence à enlever des points au candidat parce qu'il est éloigné de la pratique. Mais ça ne tient pas compte du parcours migratoire du candidat et puis des étapes qui ont précédé sa demande d'admission dans une faculté de médecine. Juste passer les examens du Collège des médecins, s'inscrire dans ce processus-là, on est déjà dans un cycle qui parfois peut durer 1 an, 2 ans, et puis surtout, si on a d'autres responsabilités à exercer, puis très souvent, c'est un poids que les femmes ont à subir de façon plus marquée. C'est très souvent, on parle de charge mentale, s'occuper des enfants, des tâches domestiques, travailler dans un contexte où on doit en même temps faire reconnaître ses acquis, son diplôme auprès du Collège des médecins, et sachant qu'on ne peut pas pratiquer pendant ce temps-là au Québec,
ben forcément, ça nous éloigne de la pratique. Et puis, forcément, ça devient un critère éliminatoire qui Absolument. exclut de façon disproportionnée les candidats. C'est sûr qu'il y a des programmes de formation qui ont modulé un peu ce critère-là à travers le temps, mais il en reste encore aujourd'hui. Et puis, ce réflexe-là de dire l'éloignement de la pratique est important parce qu'on veut s'assurer d'avoir des candidats qui sont prêts dès la première journée de leur stage postdoctoral à se présenter en urgence ou en obstétrique et puis avoir des réflexes cliniques qui sont les bons. Ben, ça exclut d'emblée. Et puis, je vous dirais, pour les femmes, ben, le critère discriminatoire, il est là, sur la base des femmes et puis ben, de leur parcours migratoire, mais aussi très souvent, c'est associé à d'autres motifs de discrimination, je vous dirais aussi. On pourrait rajouter l'état civil. Il y a beaucoup de candidates au programme de résidence en médecine dont l'état civil est elles sont mères monoparentales. Donc, c'est une charge qui est importante et qui fait en sorte que ça joue sur le processus pour se rendre jusqu'aux facultés. Ça joue aussi sur l'enjeu conditions sociales, aussi une mère monoparentale qui arrive avec des enfants seuls et qui ne peut pas pratiquer la médecine et qui exerce de petits boulots pour survivre en même temps qu'elle doit aller chercher son équivalence de diplôme, elle se place dans une situation qui est très difficile. Et ça, les facultés de médecine n'en tiennent très peu compte dans leur processus de sélection. Super intéressant. C'est incroyable comment ça ramène le côté humain qui semble être laissé de côté finalement, ou quelque peu en tout cas, dans, ce processus qu'est la reconnaissance des acquis et les effets sur les femmes, sont toujours aussi, scandaleux. Merci beaucoup monsieur Ducharme, pour ça. Selon vous, qu'est-ce qui explique qu'encore aujourd'hui, les femmes immigrantes universitaires, donc c'est vraiment dans la continuité, hein, rencontrent encore autant de difficultés? Au-delà de ce qui vient d'être mentionné, parce que monsieur Ducharme a quand même déjà donné des éléments de réponse, éprouvent encore autant de difficultés à faire reconnaître leurs diplômes et leurs compétences. Donc on a parlé du parcours migratoire, on a parlé donc parfois de biais systémiques en lien avec l'état civil. Monsieur Gariépy, est-ce que vous pensez qu'il y aurait d'autres éléments qui expliquent que les femmes semblent être les plus touchées, les plus impactées par, les obstacles en lien avec la reconnaissance des acquis, notamment en milieu universitaire? Bien, dans le cadre de notre travail au bureau du commissaire, on a capté des éléments. Et étonnamment, des éléments que les candidates féminines intègrent même. Nous avons eu un couple des migrants qui se destinaient à la même profession réglementée, dont je vais taire là, parce qu'il risque d'être Mmh. retracé, là. Et la dame a pris une pause. Elle devait formuler une plainte parce que dans son cas, il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas. Et elle devait formuler une plainte, ce qu'elle a fait, mais elle nous a demandé de suspendre le temps que son conjoint passe la rampe. Et elle réactivera la plainte après. Alors, et là, moi, ça m'embêtait un peu. J'ai dit, bon, ben, je ne veux pas me mêler de de leur relation de couple et de comment ils ont vu culturellement les rôles de l'un et de l'autre et comment ils ont vu aussi la crainte que porter plainte pouvait avoir un impact, avoir une représaille dans le dossier de son conjoint. Alors, la personne a intégré elle-même cette chose-là. Ça nous a beaucoup désolés. On a tout tenté. On a tout tenté pour lui dire non, 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 non. Il ne devrait pas y avoir de problème. Et s'il y en a un, là, on va intervenir fort parce que le Code des professions permet d'intervenir assez fort sur des questions comme celle-là. Donc, donc, quelquefois, les personnes intègrent ces choses-là. Mais il est vrai que pour plusieurs personnes, pour les femmes, tout ce qu'on a dit sur le rôle double de professionnels et de parents, et comme on dit souvent, parents par défaut, c'est encore très présent et ça peut jouer. Et je voyais hier une publication du Migration Policy Institute qui parlait du taux d'inoccupation et du taux de chômage des femmes aux États-Unis, des femmes immigrantes, qui a explosé par rapport au taux des hommes du fait de la pandémie.
parce qu'on a vu finalement tous ces effets combinés du rôle double de travailleurs et parents par défaut, qui est encore bien imprégné dans nos sociétés, et du fait que les femmes, dans certains secteurs, sont assez présentes. Là, on ne parle pas des professions très qualifiées, là, on parle des autres secteurs, là, et on a vu tout ce phénomène de secteurs plus à prédominance féminine qui ont été particulièrement affectés par la pandémie et qui a tout décroché. Aussi le fait que la scolarisation à la maison, donc quand les écoles sont fermées durant la pandémie, ben, le parent par défaut, encore là, c'est documenté pour les États-Unis, ça l'est certainement aussi chez nous, encore, malheureusement, ben, c'est la femme qui assume des choses comme celle-là et c'est un petit peu embêtant. Et comment défaire ça? Là, nous, dans notre pratique comme bureau du commissaire, lorsqu'on détecte des choses comme ça, on essaie de sensibiliser à certaines réalités et amener même des personnes qui s'appliquent la restriction, de leur dire, écoutez, là, on devient peut-être un peu militant aussi, là. Et mon personnel est très, 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 très inspiré de ces questions-là. Donc, on essaie ce que l'on peut, mais dans les mécanismes, je dirais, des ordres professionnels et des acteurs de la démarche d'admission, ça peut jouer, mais on ne l'a pas encore clairement documenté. Mais il est clair que dès qu'il y a un espace d'appréciation où la subjectivité peut s'installer, ces phénomènes-là, ces raccourcis d'appréciation d'une candidature, homme versus une femme, peuvent jouer. Les examens n'ont pas certains outils n'ont pas cette capacité ne permet pas que s'infiltre le propos du genre, mais il y a toujours un espace dans quelques mécanismes d'admission, d'évaluation de dossier qui soit. On ne pourra jamais éliminer le fait qu'un individu, à un moment donné, pose un jugement et que ce jugement peut avoir été influencé par des biais. Tout à fait. Mais merci beaucoup. Et là, je sais pas, Monsieur Ducharme, vous vouliez peut-être ajouter quelque chose? Très, très, très Oui. brièvement, Oui, pour allez-y, peut-être désolée. un peu de pouce sur ce que M. Gariepi disait. Je crois qu'il y a énormément, il y a un travail de sensibilisation à faire dans les institutions qui participent au processus de reconnaissance des acquis et des compétences professionnelles, les universités comme les autres. Effectivement, la question du genre, la question de l'égalité homme-femme se pose pleinement dans les processus d'admission, dans les processus de sélection, de validation des compétences des personnes, parce qu'on applique des critères qu'on considère en apparence neutres, mais qui ont un effet, et puis c'est là où je vous parlais effectivement de critères qui se cumulent. Il y a effectivement le parcours migratoire, il y a le fait d'être une femme, et puis toute cette espèce de surcharge en dehors de simplement de faire reconnaître ses propres compétences professionnelles. Il se passe une vie qui est à l'extérieur, où il y a des responsabilités qui sont assumées par les femmes, et puis très souvent dans les comités de sélection, dans les outils de sélection, l'aspect qui est en lien avec le genre n'est pas abordé, il n'y a pas cette modulation-là des critères qui permet de tenir compte de la réalité qui est vécue par les femmes immigrantes. Ça, c'est un problème. Et après, dans les comités de sélection, très souvent, les gens qui sont là ne sont pas formés non plus pour pouvoir appliquer une forme d'analyse différenciée par le sexe. Ils ont tout simplement pas ces compétences-là. Donc, c'est des réflexes à développer et s'il y a quelque chose à faire au courant des prochaines années, c'est peut-être à ce niveau-là qu'on devrait le faire, là. Des efforts de sensibilisation et d'éducation, autant pour les établissements d'enseignement que pour les autres professionnels à ce sujet. Définitivement. Alors, j'ajoute, puis vous me couperez, là, mais pour nous tous là, qui nous écoutons, là, j'ajoute que sur la question de l'éducation dont Daniel Ducharme parle pour transformer des attitudes, il est vrai qu'il existe, ne serait-ce que les écosses, donc les examens sous observation où la personne doit se mettre en scène dans un cas pour faire valoir les compétences et tout. Là. On ne peut pas avoir une grille. Il
il y a quand même Mmh. quelqu'un qui vous regarde, qui vous observe et qui a tout son bagage pour juger si ça fait l'affaire. Ouais, Et là, dès que l'humain est en contact avec le candidat ou la candidate et son dossier pour juger, et qu'au fond, le critère, le moyen lui laisse un espace d'appréciation, il peut y avoir des problèmes. Maintenant, dans le absolument. regard que l'on porte sur le fait que ce soit un homme ou une femme, il y a quelqu'un qui a fait des recherches à l'Université Laval, Jean-Philippe Beauregard, et je crois qu'il a terminé, il a dû publier, là, mais il y a 2 ans, j'avais assisté à un colloque et Jean-Philippe Beauregard nous parlait du regard que l'on portait sur les femmes immigrantes selon leurs caractéristiques. Très intéressant par rapport aux hommes, mais par rapport aussi à l'origine, une femme latino, une femme d'Europe occidentale, une femme d'Afrique, une femme d'Amérique latine. Donc, alors, il y avait des choses très intéressantes. À l'époque, ben, j'imagine qu'il a dû publier maintenant. Et à l'époque, il disait, écoutez, là, ce ne sont encore que des éléments. Je vais finir le travail sur les données pour pouvoir conclure, mais voici ce qui semble se dégager, là. Et là, c'était très intéressant. Je dirais une analyse différenciée entre les caractéristiques de ces femmes immigrantes. Alors, ça serait intéressant d'aller explorer ça pour voir comment Jean-Philippe Beauregard a pu conclure, mis à part hommes-femmes, c'est entre les femmes immigrantes aussi, il y a des jugements de valeur, il y a des choses qui se dégagent dans les propos qu'il a pu recueillir et les données qu'il a pu recueillir. C'est Et vraiment ouais. je voulais vous Oui, dire, sur cette question-là, l'éducation est très importante. La première chose qu'il faut développer lorsque des gens sont en charge de processus pour établir soit les normes ou les appliquer, ces normes, c'est qu'ils soient conscients, un, qu'ils sachent faire leur travail, puis deux, qu'ils soient conscients des phénomènes qui peuvent jouer. Alors, c'est pour ça qu'en 2017, le Code des professions a été modifié pour obliger toutes les personnes qui élaborent des normes d'admission aux professions réglementées et qui les appliquent. Toutes ces personnes-là doivent être formées minimalement à 3 choses. Un, la reconnaissance des qualifications, savoir faire son travail. Parce que quelques mois avant, en janvier 2017, le bureau du commissaire a produit une étude où on a passé un questionnaire à l'ensemble des ordres. On s'est aperçu que peu de responsables de l'admission étaient vraiment formés à leur travail. Étonnamment. Bon, le premier sujet, reconnaissance des qualifications. Le deuxième sujet, l'égalité homme-femme. Alors, on a intégré ça. Et le troisième sujet, les relations ethnoculturelles. Donc, ces 3 sujets combinés, quand on travaille sur la connaissance et la prise de conscience des acteurs, là où ils ont un espace pour, lorsqu'ils définissent les normes, qu'ils établissent la méthodologie, mais aussi qu'ils l'appliquent et que dans l'application, il y a un espace de subjectivité potentielle, bien, on se donne un espoir que ces personnes-là sont soucieuses de leur propre biais et sont soucieuses que ce qu'elles font et la manière qu'elles le font et le jugement qu'elles portent sur les personnes immigrantes soit le plus neutre possible. En tout cas, qu'on élimine, M. Duchamp parlait de nettoyer un peu les, de- les processus et notre esprit de ces biais-là. Donc, formation en relation à la reconnaissance des qualifications, formation à l'égalité homme-femme et formation aux relations ethnoculturelles. donc Je vous signale que nous avons lancé récemment, enfin il y a quelques jours, nous avons lancé un sondage, une enquête, une vérification systématique auprès de tous les ordres professionnels pour voir ce qu'ils ont fait depuis 3 ans pour former leurs gens. Un, les avez-vous formés? Vous êtes obligés de les former. Les avez-vous formés à ces 3 sujets-là? Et sinon, pourquoi? Et c'est quoi le problème? C'est un problème de capacité, de ressources, d'expertise à mobiliser pour former vos gens? Ou est-ce que, puis si vous les avez formés, quelle a été cette formation? Une demi-heure, 45 minutes, 3 heures, une journée, 2 journées? Et le contenu aussi de ces formations. On veut voir le matériel didactique qui a été produit et on va, nous, mettre une opinion sur toute l'expérience des arts professionnels à satisfaire cette obligation qu'ils ont depuis 3 ans de former les personnes à l'admission aux bonnes connaissances techniques de leur rôle en admission, mais aussi aux enjeux d'égalité homme-femme et de respect, de traitement et au droit de l'égalité et à l'équité. très, très, très intéressant, très pertinent.
parce que vraiment, j'adore les points que vous apportez, parce que d'un côté, finalement, on se rend compte que dans les processus donc de reconnaissance des diplômes étrangers, les perceptions, les jugements de valeur sont encore très présents. Et si on prend juste le cas des femmes, que c'est très lié, ça peut être lié, en tout cas, aux caractéristiques de ces femmes immigrantes-là et donc peut avoir un impact finalement sur les décisions qui sont prises. Mais de l'autre côté, on a quand même des instances et des institutions qui sont en charge de ces processus de reconnaissance des acquis, qui finalement ont du mal à tenir compte de l'analyse différenciée selon les sexes, donc de la spécificité, hein, des problématiques en lien avec les femmes ou en lien avec les hommes. Et j'espère vraiment que les personnes qui nous écouteront, écouteront ces points-là, parce que je pense que c'est excessivement fondamental.